Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir avec Édouard Bergeon pour un nouvel numéro de l'émission Putsch Live. Édouard, bonsoir, comment allez-vous? Salut Nicolas, ça va super bien, une belle journée. Bon, ben tant mieux, on va pouvoir parler de plein de choses, d'agriculture et toute une série de choses qui vous passionnent et qui me passionnent bien De entendu nature, aussi. ouais. De nature, je me suis levé super tôt ce matin et je suis allé courir dans les bois en forêt de Meudon. Il y avait 10 centimètres de neige. Franchement, c'était le bonheur. Franchement, on a la nature autour de Paris, ben, il faut en profiter, hein. Donc, vous allez Ben voilà, voir, nature, alimentation, environnement, c'est agriculture. un appel donc, Édouard, à tous les écolo-bobos du centre de Paris. Peut-être, on va en parler, les écolo-bobos, je sais que vous les adorez. Bon, je vous présente pour ceux qui vous connaissent pas encore, parce qu'il y en a encore qui vous connaissent pas, Édouard Bergeon. Vous imaginez ça, ce péril du cinéma et de la vie de l'agriculture. Vous êtes petit-fils, fils d'agriculteur, journaliste, réalisateur du fameux film long-métrage Au nom de la terre et cofondateur de Web TV. Cultivons-nous.tv. On va parler de tout ça, de tous ces sujets. Vous avez beaucoup parlé de votre film, bien entendu, avec Guillaume Canet notamment. J'ai une première question sur le film qu'on a dû poser 20 fois, mais on a 2 ans de recul sur le film. Finalement, après 2 ans après la sortie de ce film-là, Au nom de la terre, comment vous expliquez, Édouard, cet immense succès? Vous disiez notamment chez RTL, nos confrères RTL, que les gens ils venaient se voir dans ce film. Ouais, je crois que j'ai mis sur les écrans. Alors, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, mais on va être bientôt à 2 ans. C'était le 25 septembre, il y a 1 an et demi. Je crois que j'ai mis sur les écrans des gens ordinaires et le combat de gens ordinaires, de gens qui vivent, comme on dit, dans les territoires. On dit ce nouveau mot pour parler de la ruralité, de la campagne d'où je viens. Moi, je suis né à 30 kilomètres au sud de Poitiers, dans la Vienne, dans une ferme, avec des parents agriculteurs, donc, et c'était génial de grandir à la ferme. J'ai grandi dans une encyclopédie à taille réelle. La liberté, on se déplace à vélo, en mob, on va voir les copains qui sont à plusieurs kilomètres, on va à la piscine en vélo. Et beaucoup de bons souvenirs, mais aussi beaucoup de travail, parce qu'on avait de l'élevage des animaux, donc on était au boulot tous les jours. Mais moi, j'étais dans les pas de mon père, dans les bottes de mon père, et beaucoup de bons souvenirs. Euh, voilà, beaucoup de travail et puis un combat pour bien gagner sa vie parce que quand on est agriculteur, quand on fait de l'élevage, c'est pas simple et on a eu ce qu'il fallait pour vivre, mais c'était toujours difficile. Donc c'est un combat et beaucoup de gens se battent tous les jours pour aller au boulot, pour amener ce qu'il faut pour faire bouillir la gamelle. Et mon film raconte ça et il met aussi sur les écrans le combat d'un agriculteur qui glisse et qui n'y arrive plus et qui en va jusqu'à se foutre en l'air, se suicider. Donc, c'est dur. C'est un film qui a une promesse difficile. On va voir une descente, un agriculteur qui se suicide. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans les séries, les héros, ils meurent. Dans les films aussi, les happy end, c'était quand on était plus jeune, Nicolas. Et, on accepte peut-être plus la réalité. Et j'ai parlé de la réalité que je connais. Le film est très inspiré de l'histoire de ma famille, du destin de mon papa. Et c'était clairement pas prévu qu'on fasse un tel succès, 2 millions d'entrées. 2 millions d'entrées, mais quand on parlait de territoire, de ruralité, beaucoup dans les petites villes et dans la campagne. Très peu d'entrées. Ça reste 115 000 entrées à Paris, ce qui reste un très très beau score quand même, hein. Mais on voit quand même qu'il y a une disparité entre la province, donc les territoires, et les centres urbains. C'est pour ça que j'ai créé Cultivons-nous, en fait. Vous parliez de Guy Lui, notamment le sociologue. Ouais, c'est ça, ouais, qui a fait des bouquins sur la France périrurbaine. C'est cette France des ronds-points et des zones commerciales et des petits commerces qu'on fermait et l'exode rural. On a quitté les petits villages il y a 30, 40, 50 ans pour aller en ville. Je crois qu'on est peut-être en train d'assister à, c'est peut-être fort comme mot, mais un exode urbain depuis quelques mois. On voit que le coût de l'immobilier à Paris vient de se stabiliser, voire est en train de baisser. Et les agents immobiliers dans les petits bleds de 5 000, 10 000 habitants à 1, 2, 3 heures de Paris, ils ont beaucoup de travail et puis beaucoup de choses à vendre. Donc peut-être qu'on va reconquérir les campagnes, le nouveau refuge de demain. J'ai une anecdote de Serge Joncourt, qui a eu le prix Femina et qui a écrit Nature humaine, qui est un magnifique roman qui raconte la ruralité, parce qu'il est lui fils de métayer, d'ouvrier agricole. Et il dit que depuis le premier confinement, la photo Instagram à la mode, c'est celle qu'on prend quand on est dans un champ ou un chemin. C'est fort, hein. Mais alors, je vais me poser une question, bien entendu.
Édouard, est-ce que finalement le succès du film, ça dénote pas non plus d'une prise de conscience aussi massive des gens de l'agriculture? Et on va rentrer dans le sujet après, mais est-ce que ça ne note pas se dire les gens, ben finalement on parle d'eux, mais on parle aussi de la terre, du terroir et du territoire. Ce succès du film. Oui, alors moi j'ai commencé à labourer le territoire, c'est-à-dire la France, en faisant beaucoup d'avant-premières 3 mois avant la sortie du film. Généralement, c'est le premier mois avant. Là, 3 mois avant, j'avais pas encore d'affiche, pas de bande-annonce, mais j'ai commencé à faire des avant-premières sur les terres de mon producteur dans le nord de la France, Christophe Rossignon, chez moi, vers Poitiers, dans le sud-ouest, là où j'étais allé tourner, en Bretagne. Et très vite, les salles étaient pleines, c'était un bon signal. Et ça a continué dans toutes les avant-premières. Et j'ai fait donc plus d'une centaine de débats avec le public. Ces débats étaient très intéressants et à chaque fois je me disais je vais faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis finalement c'était 1 heure à chaque fois, voire plus, parce que déjà il y avait des remarques sur le métier d'agriculteur. Je me suis rendu compte que on aime tous dire qu'on a des racines rurales, on a tous un grand-père ou un oncle chez qui on allait en vacances, agriculteur. Mais voilà, on n'a plus les pieds dans la terre, on est assez loin de la terre quand même, enfin du métier d'agriculteur. Donc, une méconnaissance du milieu d'agriculteur. Mon film permet de dire, ah oui, c'est comme ça que ça se passait. Ah, mais c'était ça et tout. Ah, mais c'est un beau métier. Ah, mais c'est dur quand même. Ah, ouais. Et puis après, dans un deuxième temps, c'est, bon, moi, consommateur, on est tous consommateurs. Comment je peux aider ces agriculteurs? Comment je peux mieux acheter? Ou comment je peux mieux consommer? Ou comment, voilà, chercher des solutions. C'est vraiment comme ça, de ces questionnements-là, que je me suis posé la question, comment prolonger ces débats? C'est en créant une boîte à outils, donc une plateforme digitale, un petit Netflix de l'agriculture, mais de l'alimentation, de l'environnement, de la terre, de la mer, en fait, la terre qui nous nourrit, la terre, voilà, ce qu'on respire, ce qu'on boit. Je raconte tout ça sur cultivons-nous.tv dont vous avez parlé. Et ça, c'est extrêmement intéressant et on va en reparler, bien entendu, de cultivons-nous.tv. Je voudrais qu'on fasse un point, Édouard, aujourd'hui, sur le suicide des agriculteurs. On en est où? Est-ce que les chiffres sont encore plus catastrophiques qu'en 2018-2019? Est-ce qu'on est dans l'horreur absolue aujourd'hui dans ce qui se passe sur ces territoires? En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres depuis. Les derniers chiffres qu'on avait eus, c'est ceux dont je parle dans mon film. C'est un agriculteur qui se suiciderait chaque jour en France. Un aujourd'hui, un hier, un demain. C'est terrible. C'est terrible. Et même un peu plus. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a une mission je suis assez fier de ça. C'est que je crois que mon film a mis un tabou sur les écrans. Le suicide des agriculteurs, aucun syndicat ne voulait en parler. On parle de la FNSEA, mais les autres syndicats également. Et bien là, il fallait l'accepter. Et ce film, il a percé des lignes politiques. Je suis allé le montrer à l'Élysée. J'ai emmené des agriculteurs avec moi et avec le président Macron. On a regardé ce film et après, on a fait un dîner de travail avec des engagements pris, notamment celui de reconnaître comme d'intérêt général l'association Solidarité Paysans, qu'on aide et qu'on soutient, notamment avec Guillaume Canet, parce qu'ils font un travail formidable pour accompagner les agriculteurs en difficulté par du juridique, des conseils et du psychologique, voilà. Et ça a été fait. On a avancé aussi sur la retraite et sur la prévention suicide. Il y a une mission parlementaire qui a été déclenchée par le président de la République pour nommer Olivier Damézin, un député, pour aller justement faire un audit dans les campagnes et voir ce qui pouvait être fait au niveau social. Et il y a eu la même chose avec le sénateur Henri Cabanel, qui est fait plus sur le volet économique. Donc il y a 2 missions, sénatoriales et les députés, pour essayer d'enrayer ce phénomène. Alors, beaucoup disent que ça suffira pas et tout, mais au moins déjà, on en prend conscience, on en parle et il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Et au moins, ce film a fait péter les lignes à ce niveau-là. Et on est même allé le montrer au Parlement européen et ça continue. Et même au moins déjà dans la fierté des agriculteurs, j'ai reçu des centaines de mails et je les en remercie d'agriculteurs dans le combat ou au moins ou de veuves ou d'orphelins qui m'ont dit merci parce que c'est ça notre réalité. Et je crois qu'il faut être fils ou fille d'agriculteur ou alors très très bien connaître ce milieu pour pouvoir le raconter, parce que c'est un monde, l'agriculture, ça ne s'apprend pas, enfin ça s'apprend, mais on est dedans et c'est très très technique. Un agriculteur, il travaille entre le ciel et la terre, il est vulnérable, il doit être capable d'être mécanicien, de gérer le végétal, l'animal, faire de la compta, c'est en ça que c'est génial, parce que c'est jamais pareil d'être agriculteur. Et c'est pour ça qu'il faut être indulgent, je pense, avec eux. Emmanuel Macron, quand le film a été vu, qu'il y a eu ce dîner de travail, il a été sensible à ça et vous avez pu discuter avec lui, ou du moins son cabinet, déjà, suite à ça?
comme tous, sa femme Brigitte et lui étaient en larmes à la fin du film. La force du cinéma, justement, c'est de pas toucher son téléphone pendant 1 heure et demie, 2 heures, et de se laisser prendre par ce grand écran et d'avoir les poils sur les mains. Et c'est vrai que mon film finit d'une manière où toutes les salles ne se lèvent pas. Enfin, à la fin du film, personne ne se lève. Dans toutes les salles, il y a 6 minutes de générique, tout le monde reste, parce que faut l'encaisser. C'est en ça qu'on peut se dire, le lendemain, 2 jours après, 2 mois après, c'est du cinéma impactant en fait, du cinéma du réel. Moi, je viens du documentaire, donc je n'ai tourné que des documentaires auparavant et du reportage. Quand je suis en Haïti, au moment du séisme, je vois des milliers de morts avec la lumière de ma caméra. On arrive sur un orphelinat, il n'y a plus d'électricité. Je dis, on creuse et avec la lumière de la caméra, au bout de 5 heures, on sort une petite de terre. Il n'y a pas plus dingue. Enfin, voilà. Donc c'était d'ailleurs mon inquiétude quand j'ai fait ce film, c'est comment je vais créer du vrai avec du faux. Parce que le cinéma, on crée tout. Après, il y a la force de l'incarnation des comédiens. Oui, puis il y a du personnel. Ouais, il y a du personnel. Il y a quelque chose qui tient d'un affect incroyable dans ce film-là, parce que vous parlez de votre famille aussi. Ouais, bien sûr. Et puis après, il y a les comédiens. Guillaume a incroyablement incarné le rôle inspiré de mon père. Le matin, il mettait les bottes de mon père que je lui ai prêté. Et il a dormi dans sa caravane qu'il a installée au milieu de la ferme dans les 2 temps du tournage. Il a expliqué qu'il fumait 2 paquets de clopes par jour pour avoir la voix de plus rock. Dans la période dépressive du film où il est pas bien, il fumait pour que la voix soit plus rauque, et puis parce que le personnage fumait, et puis à la fin, mais Guillaume, à la fin du tournage, il était dépressif, pour de vrai, quoi. Il a pris son rôle plus qu'à cœur, et d'ailleurs, il le dit, il a jamais défendu un rôle et un film comme il l'a fait là, comme comédien, parmi les 70 films qu'il a tournés. Pour finir sur l'Élysée, oui, on a travaillé pendant 5 heures, parce que le film 2 heures, 3 heures après, et le président Macron n'a pas touché son téléphone pendant 3 heures. J'avais amené des agriculteurs que j'avais bien sélectionnés de différentes obédiences. Il y avait ma mère aussi qui est agricultrice, et on n'était pas beaucoup, on était en comité restreint, et c'était pointu, ouais. On a bossé, voilà. Et c'était ce qu'on demandait, même si à la fin on a eu le droit quand même à une demi-heure de visite de l'Élysée, et c'était très très chouette d'avoir ce moment-là en tête à tête. Et c'est vrai que non, il y a eu un vrai dîner de travail. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle d'un point important de ce livre, de ce film-là, pardon, il y en a beaucoup, mais ce qui m'intéresse, c'est la question la suivante, Édouard Bergeon, c'est est-ce que finalement, pour vous, selon vous, la transmission entre générations d'agriculteurs est-elle définitivement révolue? Non, en fait, on est tout être humain avec l'héritage de nos parents. Vous, Nicolas, ou vous qui nous écoutez, on a toujours sur nos épaules, on est avec un poids. Vous avez des parents commerçants, philosophes, que sais-je. On a toujours un héritage, même des grands-parents et tout. C'est comme ça. C'est ce qui fait que notre identité aussi. Il se trouve que dans le milieu agricole, il y a du foncier, il y a de la terre, il y a du bâti, il y a aussi une histoire. Et il pèse toujours cet héritage-là. Même si vous prenez un gamin qui s'est installé aujourd'hui à 20, 22 ans, il va avoir la pression de réussir, surtout dans un contexte compliqué, et de ne pas planter ce que son père, son grand-père ont mis des générations à construire. Donc, le poids de l'héritage est toujours là. Alors, les générations changent, les mentalités changent. Aujourd'hui, un agriculteur, c'est souvent un ingénieur. C'est un ingénieur qui est connecté, qui travaille avec des satellites pour ses cultures, pour ses bêtes. Voilà, ils sont pas plus cons que les autres, voire ils sont plus diplômés que beaucoup de la société. C'est vraiment important de le dire. Ils sont connectés, mais oui, le poids de l'héritage, c'est qu'il est là. Et en même temps, c'est beau l'héritage. On se bat pour l'héritage, et c'est ce qui fait qu'on embrasse ce métier qui est un des plus beaux du monde, parce que le rôle de l'agriculteur, du paysan, peu importe comment on l'appelle, c'est un rôle nourricier. C'est nourrir la France. Et on l'a bien vu là pendant surtout le premier confinement. On a parlé forcément, et on leur rend hommage, de la première ligne, les soignants. Mais qui y a en première ligne et demie, en deuxième ligne? Les agriculteurs qui nous nourrissent avec la chaîne derrière de distribution qui fait que tous les jours, en France, on n'a pas eu de problème d'approvisionnement. Et ça, c'est parce qu'on a une agriculture française forte et bien organisée, qui doit évoluer, qui est en pleine transition agroécologique, mais qui est là. Et le gros enjeu, aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 000 exploitations agricoles en France. D'ici 5 à 10 ans, la moitié des chefs d'exploitation partent à la retraite.
Edouard, ma question vient, est-ce qu'il y aura une transmission aux enfants? Comment est-ce que Il y aura une transmission aux enfants dans les prochaines années. Est-ce que les enfants vont vouloir reprendre les exploitations agricoles? Faut pas qu'ils fassent comme moi j'ai fait, c'est que je suis parti, moi. J'ai pas repris la ferme. Parce que c'était trop dur, et puis parce que mon père s'est suicidé quand j'avais 16 ans, et puis après, la terre, elle est amoureuse. Je fais un film dessus, j'en fais un autre, je crée Cultivons-nous, je parle d'agriculture, et faut savoir, j'ai même eu mon diplôme, mon BPREA, donc mon brevet de responsable d'exploitation agricole il y a 2 ans. Donc j'ai eu mon diplôme, mon bac pro agricole. Alors c'est pour reprendre les terres que mon père faisait. Alors je serai pas sur le tracteur parce qu'il y a un agriculteur qui exploite ces terres-là, mais j'ai aussi d'autres activités avec un associé. On a 2 affaires, on a 2 restaurants à Paris, bon, qui sont fermés en ce moment, mais on a un maraîchage qui nous fournit nos propres légumes sur les bords de Loire. Et c'est important pour nous de raccourcir le circuit et de cultiver nos propres légumes. Mais ouais, il y a les transmissions qui vont continuer à se faire avec des fils et filles très motivés d'agriculteurs. Et puis il y a tous les néo-ruraux, tous ceux qui viennent du béton ou de la ville ou d'ailleurs et qui vont reprendre des exploitations agricoles. Et je pense que il y a toujours c'est terrible ce qui se passe avec cette crise du Covid, mais il y a aussi des vocations qui vont naître. Il y a des enseignements qui arrivent. On est à Paris, sans restaurant, sans lieu de culture, enfermé. Je crois que beaucoup ont envie de peut-être tenter l'expérience et de repartir à la campagne. Donc, moi, je suis optimiste, en fait. Et puis, ça y est, vous m'invitez, pourquoi? Parce que, ça y est, l'agriculture, l'alimentation durable, c'est à la mode. Parce que c'est pas que c'est à la mode, c'est que c'est un enjeu vital, en fait. On voit le réchauffement climatique est là, on voit les variations de climat. On doit tous faire des efforts. Et puis, l'enjeu aussi pour moi, on parlait des retraités, mais ce sont les jeunes, ce sont les futures générations. L'éducation. C'est l'éducation qui nous aidera, l'éducation alimentaire, mettre les mains dans la terre et revoir que c'est pas si compliqué ça pour changer les choses et comment soutenir nos agriculteurs français. C'est manger local. Quand je dis local, pour moi, c'est le village, mais c'est aussi français. Et quand on mange français, on devient des acteurs, des consommateurs qui soutiennent nos agriculteurs français. Là, je viens de recevoir 2 petites photos de Rosanne avec qui j'écris en ce moment. Elle me dit, regardez, je sais pas si hop, c'est du miel. C'est un pot de miel. Voilà, mettez un peu plus dessus. Voilà, on voit très bien. Là. Tu vois, c'est un pot de miel. C'est du miel bio. D'accord. Et en fait, il y a écrit dans les petites lignes que c'est du miel bio, originaire et non originaire de l'Union européenne. Ouais. Ouais. En fait, quand on va peut-être parler de la PAC, mais par exemple l'Europe. Oui, on va en parler. C'était ma question qui suivait là, Edouard. Tu vois, je te tutoie, je te vous vois. Ouais, bon, on se tutoie, ça sera plus simple. Tu vois, concrètement, la PAC c'est l'Europe, tu vois. Et est-ce que l'Europe elle doit autoriser ce genre de produit, par exemple? Non. C'est la question. C'est pour ça. On va en parler, Edouard, de ça. C'est extrêmement important parce que je sais que tu aimes bien conceptualiser, remettre dans leur contexte. Il y a quelque chose que j'ai appris en faisant en préparant cette émission. Tu parlais notamment, je crois, chez Mediapart, chez une confrère de Mediapart en 2019, des lois Pisani, 1960-1961, 62. Et je voulais rapidement, si tu pouvais nous faire un petit résumé entre les lois Pisani. Alors, j'étais pas né à ce moment-là. Hein. C'était en 60. J'imagine que tu les connais bien parce que tu en avais parlé, ça avait l'air assez clair. Et la PAC en 92. Il y a eu une mutation énorme de l'agriculture sur cette période-là. Dans les années 60, on est après la guerre. Et clairement, il y a un plan Marshall il faut nourrir la France. Et puis, il y a les lois Pisani, c'est un grand ministre de l'Agriculture qui dit il faut nourrir la France et la France pas chère. Donc voilà, on produit. Je vous apprends rien, c'est les 30 Glorieuses. Donc c'est la génération de mon grand-père en fait. Tous les agriculteurs de cette époque-là ont bossé, mais ils ont fait grandir leur capital. Ils ont pu acheter des terres, faire grandir les troupeaux. La mécanisation est arrivée, la chimie est arrivée, et c'était le progrès. Et ça, on est passé d'une population au moment de la guerre qui était 1 actif sur 2 était agriculteur. Ouais. Aujourd'hui, c'est 1%. C'est le seul domaine qui a eu une telle révolution. Il ne faut pas l'oublier, tout ça. Et le progrès, et l'envie des parents, c'était que les enfants quittent l'exploitation pour aller à la ville et qu'ils fassent des études. C'était ça, l'ascension sociale, le progrès et tout. Et on mécanise, on s'aide de chimie et les rendements explosent. On produit plus, on fait baisser le prix parce que les consommateurs veulent manger moins cher.
le panier de la ménagère, dans le panier de la ménagère, la part de l'alimentation est passée d'environ 30% dans les années 70 à 11% aujourd'hui. On consacre 11% de notre budget à notre alimentation. C'est des choix de société. Je tripote mon portable, on réfléchit. Quand on veut un portable aujourd'hui à 1000 euros, 1500 euros, on le fait. Est-ce qu'on est prêt à mettre beaucoup d'argent dans l'argent? Certains peuvent, mais ne le font pas. Enfin, moi, je fais attention à ce que je mange parce qu'on est ce qu'on mange. C'est vraiment, voilà, on mange bien, on a moins de maladies cardiovasculaires. On le voit d'ailleurs avec le Covid. Quand on mange mal, quand on mange trop sucré, quand on est diabétique, quand on a des problèmes, on peut avoir des comorbidités. On est plus vulnérable à un virus comme celui-ci. Donc, au tournant des années 90, c'est la mondialisation. Donc, là où il y a une économie de production, mais mon grand-père, il travaille, mais il vend une vache, il vend son blé, il gagne de l'argent. Moi, mon père, il s'installe dans les années 80, on arrive dans les années 90. Économie, alors là, c'est la mondialisation totale. Et là, à un moment donné, on décide plus de ce qu'on vend, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille, mais on ne fait pas la facture. Quand vous achetez une baguette de pain, le boulanger, lui, il répercute ses charges 1,20 € ou 1,10 € ou 1,30 €. L'agriculture, c'est pas ça. Donc, tout à l'heure, je le disais, comme en plus, on travaille entre le ciel et la terre et on est vulnérable par rapport au climat, aux pandémies, parce que la grippe aviaire, la fièvre bovine, tout ça, ça peut toucher un troupeau et hop, on abat tout. Nous, chez nous, il y a eu des incendies en 89 et en 96. Un incendie dû au chauffage au gaz, c'est pas criminel, il y a un accident, pouf, ça peut avoir 25 ans de travail qui partent en fumée. Donc, le temps que derrière, il y a des expertises, que des assurances marchent et tout ça, vous êtes vulnérable en fait. Et s'il y a une année, les cours de marché baissent, montent et tout, ça reste très difficile. D'où le fait que aujourd'hui, on soit sur une envie de transition, c'est-à-dire c'est une agriculture plus vertueuse, une agriculture avec des circuits plus courts, avec moins d'intermédiaires, pour justement maîtriser la valeur, créer de la valeur, et c'est tellement plus simple. L'agriculture a oublié, en tout cas l'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, tout l'environnement qu'il y a autour, l'agriculture, c'est coupé du consommateur. On a découpé l'agriculture de la consommation. Et on le paye aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est vertueux quand on recrée ce lien-là. Et c'est ça qui est chouette. Mais aujourd'hui, tout doit coexister et tout va coexister. On peut pas aujourd'hui. On pourrait rêver d'avoir une agriculture que bio, que petite, que maraîchère et tout, mais c'est pas possible. Non mais Edouard, en t'écoutant finalement, la mondialisation a fait très mal aux agriculteurs depuis les années 92. Entre 92 et maintenant, elle a fait très mal, non? Exactement. L'Union européenne, la concurrence de tous contre tous, les normes qui sont pas les mêmes, je crois savoir, même au sein de l'Union européenne, ça a été dévastateur, non, me semble-t-il. On a le droit, en fait, en France, on a l'agriculture la plus normée du monde. Hein. On a 36 000 normes en France, autant que dans l'agriculture, autant que de communes. Et après, il y a les normes européennes, mais oui, il y a des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France et qu'on a le droit d'utiliser en Espagne ou en Pologne, et c'est assez terrible. En fait, il n'y a pas d'harmonisation là-dessus. Donc certes, l'agriculture française est la plus grosse part du budget européen, mais heureusement qu'il y a ces aides compensatoires, puisque c'est pour tout ça. Enfin, les aides, quand on parle des fameuses primes de Bruxelles, c'est pour permettre d'avoir une alimentation à bas coût, pour que le consommateur paie, et de la nourriture toujours plus, moins cher. Déjà, si on traitait aussi le problème du gaspillage alimentaire, il faut savoir que 40% de ce qu'on achète qui est produit est jeté en Europe. 40%. Mais c'est dingo quand même. Donc, et pourtant, Edouard, ça n'empêche pas notre classe politique et pas qu'Emmanuel Macron, pour le coup, de signer le traité de libre-échange à la moitié de la planète. Je parle notamment du CETA. Là, on est face à une concurrence tout à fait déloyale par rapport au bœuf canadien pour les exploitants français qui vont se retrouver submergés d'un bœuf pas forcément contrôlé, voire pas du tout contrôlé, et qui va se déverser dans nos grandes surfaces, non? Les traités de libre-échange, ils sont contre-productifs pour les agriculteurs et les producteurs et les exploitants, non? Ben ouais, bien sûr. Mais comme on est dépendant de la protéine végétale, le soja brésilien, argentin, comme on leur vend des bagnoles, comme on leur vend du luxe, comme on leur vend des rafales. Et là, voilà, comme on est mondialisé aujourd'hui, c'est que je te vends ci, tu m'achètes ça. Donc, il faut que l'agriculture française redevienne autosuffisante en protéines. Ça paraît peut-être chinois pour beaucoup, mais c'est-à-dire qu'on soit, nous, on crée notre protéine qui est la base de l'alimentation pour les animaux. Hein. Le soja, mais on peut faire autre chose, hein, du lupin, du pois et tout. Mais on l'a légué après la guerre justement aux Américains, ça. Donc aujourd'hui, on en paie le prix fort.
Et il faut savoir que justement, on parle du glyphosate chez nous. Très bien, arrêtons-le. Sauf que si on l'arrête en France, déjà, on pénalise nos agriculteurs français, puisque tous ces produits-là, la protéine d'Amérique du Sud, elle vient donc de là-bas, mais elle est mûrie au glyphosate. C'est-à-dire que, alors là, nous, on en utilise en gros 2 litres à l'hectare. Eux, c'est 20 à 30 litres à l'hectare. Vous voyez? Faites attention, même chez Naturalia ou dans les supermarchés qui sont pas bio, les lentilles, le quinoa et tout, regardez les petites lignes. D'où ça vient? Souvent d'Amérique du Sud. C'est fait comment? Pas du tout avec les mêmes normes que chez nous. Moi, je suis pour l'arrêt du glyphosate, en vrai. Sauf que, comment on fait pour le remplacer? C'est une question qui revient souvent, effectivement. Comment on fait pour le remplacer? On peut faire du bio, mais le bio, ça marche pas partout. Enfin, on accepte de baisser les revenus et donc de payer beaucoup plus cher nos produits. Est-ce qu'on l'accepte, ça? Non, c'est pas possible. Nous, chez nous, sur la ferme, on a voulu semer des couverts végétaux l'été, c'est-à-dire que couvrir les sols une fois qu'on a moissonné, pour pas qu'il y ait d'érosion, pour garder le carbone. Les 2 étés derniers, on a voulu le faire, on n'a pas pu le faire. Sécheresse. On peut pas gratter le sol. Et puis même si on sème, ça pousse pas. Alors que ça, c'est des techniques qui sont là dans la technique de conservation des sols ou de bio. Il n'y a pas de solution miracle, surtout qu'en France, on a plein de terroirs, territoires, conditions climatiques différentes. C'est pas la même chose en Bretagne que dans le sud. Donc, l'incantation depuis les centres-villes, c'est facile. Dans un champ, c'est plus compliqué. Et le bio en grande culture, c'est-à-dire que des céréales, c'est encore plus compliqué parce que les revenus sont vraiment beaucoup plus faibles. Quand on a un élevage de vaches, de moutons, et on arrive à être en bio parce que c'est pour valoriser, c'est-à-dire qu'on fait des aliments pour les animaux. Donc les animaux sont bio, et ensuite on revalorise en circuit court dans un magasin fermier, sur un marché, la côte de bœuf, la côte de mouton. Vous voyez le truc? On produit moins, c'est plus cher, mais on fait des animaux avec, donc on fait du fromage de chèvre ou de la viande, et là on le valorise. Toujours pareil, créer de la valeur. L'agriculteur, il fait sa facture lui-même. Quand c'est sur du blé ou des grandes cultures ou du maïs et tout, il y a un cours qui est plus élevé. Le cours du marché, Sauf que vous produisez, il y a des années, vous pouvez produire 10 fois moins parce qu'il y a eu une sécheresse, une tempête, vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est pas si simple de se priver de tout, alors qu'en plus, on a été éduqués, c'est-à-dire que les agriculteurs d'une certaine génération, et les jeunes aussi qui sont dans ce modèle-là, sont éduqués avec certaines techniques culturelles qui datent justement des lois Pisani, et qui font que dans l'enseignement agricole, on a appris avec tel produit, peut-être avec des lobbies derrière aussi, mais ça change aussi dans les lycées agricoles. L'agroécologie fait son apparition, l'agronomie, le bio, tout ça avance. L'agriculture fait sa révolution aussi. On a la chance aussi d'être en France et de réfléchir. On le voit dans les accords de Pacte qui sont négociés aujourd'hui. La France est plutôt leader dans le Green Deal, c'est-à-dire dans le verdissement de la PAC de demain. On le voit, l'Allemagne vient de dire là aujourd'hui, enfin c'est en égo, qu'elle serait elle aussi prête à arrêter le glyphosate dans les années à venir. Mais après c'est toujours pareil, on remplace par quoi? Si c'est pour remplacer ça par une molécule plus dangereuse encore, vous voyez? Après il y a la recherche qui est là, il faut faire confiance aussi à la recherche. L'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale, on a mis un E derrière depuis pas longtemps, elle cherche aussi, et puis on va y arriver. Mais tout ça demande du temps long, en fait. On est dans... Édouard, est-ce qu'ils en ont, les agriculteurs? Est-ce qu'ils ont le temps, les agriculteurs, là, aujourd'hui? Il faut les accompagner. Il ne faut pas leur casser la tête et les défoncer, leur dire aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intrusions dans les fermes. Ceux qui défendent le bien-être animal viennent taguer, viennent mettre le feu à des bâtiments. Je ne doute pas que toutes ces prises de position soient sincères. Quand on parle, chacun, l'un, toi, moi, on est tous sincères. On n'a pas envie que les animaux souffrent. Très bien. On veut arrêter de manger de la viande. Très bien. Après, on a droit aussi de manger cette viande-là. Voilà, il faut qu'on s'écoute tous. Il faut plutôt reconstruire des ponts en dialoguant qu'en érigeant des murs et en disant non, mais toi, tu es un éleveur, tu es un boucher, tu dois mourir. Vous voyez, aujourd'hui, on a vraiment. Après, tout s'enflamme. Le débat en France, vous voyez, là, on est cool, on se parle. Il y a plein de plateaux, c'est pour ça que tu as créé, je pense, cette chaîne. Tu as plein de plateaux, on s'invective, on n'est pas d'accord, et en fait, on s'en fout du fond. Ce qu'on veut, c'est du buzz. Tu vois? Et là, on prend du temps long pour essayer de faire avancer un peu les choses. Peut-être, j'espère, apporter quelques clés au public qui n'est peut-être pas du monde agricole.
j'espère pas dire trop de conneries. En tout cas, je l'ai dit sincèrement. Mais c'est important de, voilà, on baisse la tension, on écoute les défenseurs des animaux, c'est important. Je pense que les agriculteurs, l'agriculture, le monde agricole a loupé le virage, mais il y a peut-être 20 ans déjà. Ils auraient dû se soucier du bien-être animal. On est allé trop loin. Il y a des projets qui se font, qui devraient évoluer. Faire élever des porcs sur des grillages, non, c'est pas bien. Des poules pondeuses en cage, non, c'est pas bien. Après, mettre des animaux en plein air, c'est pas possible. On gère plus les libérations de gaz. Il faut du foncier. On n'a pas assez de. C'est plus cher. Il faut plus de temps pour les élever. Et puis alors un truc, il va falloir se muscler les gencives parce que la viande qui gambade ou elle a pas le même goût, elle est plus dure. Enfin, c'est des réactions en chaîne, hein. C'est donc tout ce qu'on fait comme ça. Et puis un argument, quand vous voyez les études, le plein air n'est pas un argument de vente. Comme le bio ne l'est pas beaucoup en fait. Le local, 90% des Français qui ont fait attention d'où ça venait là dans leurs actes d'achat pendant le confinement là. C'est autour de nous qui compte. C'est plus sympa de connaître d'ailleurs ceux qui travaillent autour de chez nous. Mais une question là-dessus, Édouard. Finalement, est-ce que le plan pour sauver les agriculteurs français ou leur rendre leur vie quand même un peu plus confortable pourrait être d'une part, tu en as parlé le localisme, déjà d'une part, pour le circuit court. Je sais que tu es très adepte du circuit court et c'est effectivement, on l'a vu avec la crise sanitaire, le Covid. Je pense pas qu'on puisse être contre. Je pense pas qu'on puisse être contre. Ouais. Quand on sait quelle juste rémunération va aux producteurs, on est d'accord. Là, c'est qui le patron? Nicolas Chaban qui crée cette marque, qui fait voter le consommateur pour dire vous êtes prêt à garantir un minimum vital à l'agriculteur? Oui. Si les vaches mangent du soja brésilien ou de l'herbe, vous mettez 5 centimes de plus? Oui. Si vous êtes d'accord pour que l'agriculteur se repose un week-end sur 4? Oui, 3 centimes en plus. Et en fait, on arrive à un prix final qui est pas plus cher que la moyenne, mais c'est un lait juste rémunérateur pour les agriculteurs. C'est la même chose pour En Direct des éleveurs, la vallée du Lot que j'ai suivi, les producteurs du Lot, la marque Merci avec Intermarché derrière. Ça veut dire que même la grande distribution est en train de s'y mettre parce qu'elle n'a pas le choix de la demande des consommateurs. Et les consommateurs deviennent des consommateurs parce que la société demande de changer les choses. Et c'est bien normal. Et c'est en sensibilisant, en faisant voir que c'est pas normal de voir des gens qui nous nourrissent qui crèvent. C'est pas possible. Un agriculteur, une agricultrice qui se suicide chaque jour parce qu'il en peut plus. Édouard, je me permets d'apporter un peu la controverse. C'est un engagement, tu l'as dit, c'est un engagement citoyen parce que faire du localisme, par exemple, ça veut dire qu'il faut identifier autour de chez soi une série de petits producteurs et d'exploitants pour y aller. C'est toujours plus simple d'aller au rond-point à la sortie du village ou du bourg et d'aller chez une grande surface pour y aller et y acheter en rien de temps finalement. J'ai dit tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit que tout ça coexistait. C'est-à-dire que les grandes surfaces, elles sont là. Et si ça n'a pas pété pendant la Covid, là, c'est qu'aussi, ils étaient là. Voilà, ils assurent aussi un flux alimentaire pour qu'on soit pas tous sans rien. Donc, il y a beaucoup de magasins fermiers qui se montent, des collectifs de producteurs. Il y a de plus en plus d'AMAP. Il y a de plus en plus les marchés, on y revient. D'ailleurs, si on additionne tout ça, moi, je pense que les grandes rivières, ça se fait à la base à partir de petits ruisseaux, hein. Mais tout ça réclame du temps long et de l'accompagnement. Voilà, de l'accompagnement politique pour les aider, les agriculteurs, tout simplement. Et je vais parler un peu politique, Édouard. Tu es en contact avec Julien de Normandie. Il en a conscience, le ministre, de ça aujourd'hui? Il travaille dans ce sens, notamment avec la négociation sur la nouvelle plan PAC, là, avec l'Union européenne. J'ai envie de dire, sans dire que je suis pour Julien de Normandie, les agriculteurs l'aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que Julien de Normandie est un agro. Il a fait une formation agro. Il sait de quoi il parle. Et ça faisait longtemps, je pense, qu'il n'y avait pas un ministre de l'Agriculture qui était autant plébiscité par le monde agricole. Il parle, même s'il paraît tout jeune et que, il sait de quoi il parle. Après, dans le Green Deal, là, dans la négociation de la PAC, il fait il a une voix qui porte. Donc, il est plutôt bon. Il a conscience de tout ça. Dans tout ce moi, je l'ai interviewé pour ma chaîne pendant 1h40. J'étais d'accord avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, il faut le mettre en application. Il faut qu'il y en ait les leviers. Il ne faut pas que ça reste des paroles. Moi, les engagements. Oui, parce que tu me disais que le chef de l'État avait été sensible avec son épouse
au film, bien entendu, mais après, on a une signature de traité de libre-échange avec la moitié de la planète. Donc, c'est vrai qu'il y a, à un moment donné, il y a quand même une dissonance entre la sensibilité Et à en la même vie temps, et la réalité de l'économie. la souveraineté alimentaire française fonctionne aussi parce que on est très fort à l'export et qu'on exporte une grande partie de certaines productions. Après, moi, je suis pas un économiste, hein, mais ce que je sais, c'est quand je parlais de local déjà, c'est manger du français et la grande distribution fait des efforts, mais il y a encore plein de problèmes quand on voit que je sais pas, Lidl fait de la viande allemande ou Leclerc du porc, je sais plus d'où, chinois. Enfin, c'est pas possible en fait. Mais j'ai pas la solution là. Je parle de consommateur parce que moi j'ai arrêté. Enfin, j'achète pas de tomates au mois de décembre. J'achète pas de produits qui ne sont pas de saison en fait. Donc déjà, c'est des petites choses. Cuisiner. En plus, c'est un temps où on est là avec ses gamins. Voilà, ça Et paraît. on finit ce sujet, le consommateur acteur dont tu parles. Effectivement, tu as abordé tout à l'heure l'idée, la crise de la Covid, du Covid-19. Finalement, beaucoup de Parisiens ou de gens dans les grandes métropoles ont quitté les grandes métropoles, sont allés se réfugier beaucoup sont allés se réfugier en province, dans les territoires, la France périphérique de Christophe Guilluy. Ça pourrait, à ton avis, déjà changer le mode de consommation, changer le mode d'alimentation et également irriguer des territoires qui jusqu'alors étaient complètement abandonnés. Ouais, diagonale du vide, ouais. Les premiers déserts, ils sont chez nous, hein, déserts médicaux, culturels, avec des transports qui ont été négligés. Je pense qu'ils peuvent se réouvrir. Il y a la ligne de SNCF Bordeaux-Lyon a été abandonnée en 2003-2004, je crois. Elle va réouvrir avec une COP, une coopérative, Railcoop. Alors, et on passera plus par Paris, on passera par Limoges et Montluçon. Alors, C'est un projet totalement fou, ça. Hein. C'est incroyable de voir ce projet. Hein. C'est vrai, c'est incroyable. Hein. Mais c'est 6 h et 30 balles, 4 fois moins cher qu'un TGV et avec je sais plus combien de centaines de milliers, voire millions de citoyens qui peuvent prendre cette ligne. Et moi, je suis un défenseur actif des territoires. Là, je soutiens Maud et Benoît qui ont une ferme auberge dans le Cher. Alors parlons-en. J'allais en parler, mais parlons-en de Maud et de Benoît, effectivement, Millet. Voilà, bah, il se trouve qu'il y a, j'en ai parlé tout à l'heure avec un pote, on a 2 restos à Paris, mais on a notre propre maraîchage dans le Cher, vers Cosne-sur-Loire, qui est dans la Nièvre, mais voilà, dans la vallée de la Loire. Et pendant le premier confinement, moi j'ai travaillé beaucoup chez un de mes potes qui est à Pouilly, dans le vignoble de Pouilly-Fumé, et je suis allé labourer les vignes, les tailler, parce que voilà, j'avais envie de m'occuper, enfin j'avais du boulot, mais la vie au grand air, ça fait du bien. Et un jour, passe au bout de la vigne un de ses potes de lycée, Benoît Millet, qui fait du cochon et du bœuf, et il dit ah, Alexandre, il faudra que tu goûtes cette viande, elle est exceptionnelle. Voilà. Donc, j'y vais avec mon associé fin novembre. Là. On va les voir, la famille Millet, dans le Cher. Ils ont réduit la taille de leur troupeau. Ils sont passés tout en bio il y a 5 ans, donc ils donnent que de la nourriture bio à leur troupeau. Donc valorisée, produite sur la ferme et valorisée, comme je disais tout à l'heure, par les animaux. Et Maud, passionnée de cuisine, s'est formée à la cuisine et ensemble, ils ont investi 400 000 euros dans une ferme auberge qui s'appelle le Clos d'Émile et où ils sont ouverts 2 ou 3 soirs par semaine. Elle est en cuisine, Maud, et Benoît est en salle et il fait le serveur et le sommelier dans une bourgade de moins de 400 habitants, paumée dans le Cher, avec des repas à 35 balles, avec de la qualité. Ils sont pleins tout le temps. Il se trouve que là, avec le Covid, ils sont pas éligibles au fonds de solidarité, c'est-à-dire les aides qu'il y a pour les restaurants qui sont fermés, qui marchent d'ailleurs plutôt très bien en France. On a la chance d'avoir ça pour sauvegarder les affaires, même si certaines vont péricliter. Ça existe. Et pourquoi ils n'y ont pas le droit? Parce que ils sont considérés comme agriculteurs et pas restaurateurs. Il y a un problème, il y a un trou dans la raquette. Ils sont sous le radar, comme des milliers de fermes auberges en France, comme des milliers de petits commerces multi-activités, comme en région des tabacs, épiceries, bars, voilà. Ils sont sous le radar. Et comme je les connaissais un petit peu, ils m'ont alerté il y a 3 semaines en m'envoyant un texto. Ça va pas, on n'est pas éligible et on risque si ça passe pas là pendant des mois, on ne sait pas si on va s'en sortir. Moi, j'étais en tournage d'un autre documentaire dans les Alpes pour France 2 et je leur demande de prendre leur iPhone et de se filmer, de faire ce témoignage-là et puis je vais voir ce que j'en fais. Je sais pas trop à ce moment-là. Ils m'en font un. Il n'y a pas de son, comme nous tout à l'heure. Je leur demande un deuxième. C'est bien, mais ils interpellent pas encore assez le ministre. C'était pour le ministre de l'Agriculture. Et puis, il me dit, Benoît, bah ouais, mais Maud, là, elle est à bord.
ça va être compliqué de faire un troisième. Finalement, ils le font. Ils le font. J'envoie ça à un pote monteur. Moi, j'envoie les images que j'avais fait à l'époque, parce que j'avais fait des stories pour mon Insta. Et puis, on monte un petit 3 minutes que j'envoie au cabinet du ministre de l'Agriculture, que je mets sur mes réseaux. Olivier Damézin, le député dont je parlais tout à l'heure, qui était en charge de la mission prévention suicide, voit ça. Il le rebalance au ministre de l'Agriculture et il le met sur ses réseaux. Il l'envoie au député du Cher, qui connaît forcément, ils sont à l'Assemblée ensemble. Le député du Cher est dès le lendemain matin chez Maud et Benoît. Et puis voilà, ça SM. Dès le lendemain, le cabinet du ministre de l'Agriculture voit qu'ils sont éligibles à la prime, au maintien des aides, aux aides du maintien bio, parce qu'ils sont passés bio, mais c'était pas obligatoire ça, donc ils ont eu 16 000 € dans la journée. Et surtout, Maud et Benoît se battent pour qu'ils s'en sortent, mais que pour toutes les fermes auberges de France soient prises en charge. Donc ils ont vu un autre ministre après derrière. Le dossier est arrivé ensuite à Bercy, sur le bureau de Bruno Le Maire, et voilà. Donc on voit que des gens sincères qui travaillent bien, j'ai la chance moi je crois d'avoir fait ce film et d'avoir poussé ce film, comme on le disait tout à l'heure, à l'Élysée, dans les ministères et tout, et peut-être d'être un peu plus écouté que d'autres. Et en tout cas, je trouve que cette petite histoire, si on arrive à la régler, elle peut régler quand même pas mal de choses dans la ruralité. Donc aujourd'hui, il y a une valse, tu le sais bien, entre la politique et le monde médiatique qui fait qu'on en parle là en ce moment et que il y a eu France Bleu, un article du Berry Républicain, peut-être, je sais pas, BFM ou TF1. Et derrière, en tout cas, il y a 3 jours, le député Loïc Kervran, là, le député du Cher, il a parlé dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, aux questions au gouvernement, il a parlé de Maud et Benoît Millet. Alors, je te cache pas, quand j'ai entendu leur prénom, ça m'a fait un petit frisson et c'est cool, je suis fier de ça parce que j'ai créé Cultivons-nous. Tout ça, oui, en fait, je l'ai filmé pour le mettre sur ma chaîne Cultivons-nous TV. Et j'ai créé Cultivons-nous pour ça aussi. Tu vois, c'est une chaîne en circuit court comme la tienne. C'est qu'à un moment donné, il y a un problème, tu le filmes, tu fais un témoignage comme on fait là, et paf, tu le mets en ligne. Et derrière, ça peut tout de suite faire un buzz. Et puis, on n'écrit pas pareil. C'est la réalité. Alors je dis pas que c'est pas la réalité sur les JT et sur le magazine et tout, mais c'est plus lourd, c'est plus compliqué. Là, on a moins de contraintes. On est en circuit court, tu as raison, on a moins de contraintes et on peut effectivement allumer la caméra, un téléphone pour pouvoir parler de quelque chose à une communauté assez importante aussi. C'est un peu aussi notre boulot chez Fouch, effectivement. Mais moi, j'ai regardé ce que tu as fait sur Maud et Benoît Millet. Comment? C'est pas fini, on va suivre l'histoire maintenant. Oui. J'imagine, mais moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est ces gens qui sont assez jeunes et qui se lancent dans une aventure totalement folle. Ouais, parce qu'ils sont pas... C'est rare. On le voit pas dans les médias, ça, vraiment, ces aventures-là. De gens qui ont des gamins, qui se lancent dans des trucs. Parce qu'au-delà de leur problème financier, il y a quand même une aventure complètement dingue. J'invite nos téléspectateurs à aller voir sur ta page Facebook, sur cultivons-nous.tv, également sur la page Facebook de Cultivons-nous. Il y a tout ça, c'est passionnant. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui sont ultra motivés pour produire de la qualité en circuit court. Il y a le localisme quelque part. Tu vois, là, il va y avoir une semaine un peu médiatique fin février, début mars, parce qu'il n'y a pas de salon d'agriculture en réel. C'est la première fois depuis qu'il existe cette année qu'il n'y a pas de salon d'agriculture porte de Versailles. Mais France Télévisions se mobilise. Et moi, je porte depuis plusieurs mois avec Cultivons-nous TV un projet d'émission positive sur France 2 avec Julien Bugier. Julien se bat aussi avec moi pour ça. Il se trouve que ça n'a pas été pris pour cette semaine-là, mais qu'on essaie bien, on espère vraiment le vendre pour la rentrée. Mais on est parti un peu dans tous les délires. Et là, je vois ce qui se fait comme plateau. On a invité que des gens du bio, par exemple. C'est pas possible, en fait. Le bio, c'est bien, mais c'est pas ce qui nourrit la France, le bio. Et c'est cher. À un moment donné, il faut apporter de la contradiction. Il faut qu'il y ait un débat. Puis ça se construit pas que depuis Paris, un plateau. C'est-à-dire avec des invités, je veux dire. Et moi, j'essaie de porter cette émission. Voilà, on rend hommage aux soignants, je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai envie de faire une très belle émission de 2 heures sur ce genre d'histoire là, comme Maud et Benoît, sur on y croit, on y va, on se bat. C'est pas toujours facile, mais voilà, on change et on nourrit du monde et on crée du lien, de l'espoir. Et ça, cette émission-là, c'est la France des invisibles, ça. Tu sais bien, c'est la France des invisibles. Ouais, et j'ai envie qu'à la fin de cette émission, on se dise putain. J'irais bien moi m'installer à la campagne où je bosserais bien, je reprendrais bien une ferme où je m'installerais bien dans un maraîchage. Enfin, créer des vocations en fait. Parce que si on loupe ce tournant dont je parlais tout à l'heure et que on n'y arrive pas, là pour le coup on sera vraiment sous le joug je sais pas moi, du blé ukrainien, enfin du bloc de l'Est, de l'Amérique, et que
et qu'on bouffera de la merde. Donc, et ça, putain, pardon, c'est pas simple à vendre. Je sais pas moi, c'est pas oui, je veux pas faire les bisounours dans l'agriculture, mais Oui, parce que tu l'as connu de ton histoire familiale, c'est quand même un travail de forçat, l'agriculture, hein, bah aujourd'hui. ouais, mais il y a aussi plein, il y a plein de satisfactions aussi. Enfin voilà, c'est travailler avec le vivant, c'est dur, mais c'est beau. Travailler avec les saisons, gérer son emploi du temps, manger des bons produits. Enfin, je sais pas, moi, c'est aussi le début de la première partie de mon film. C'est beau, c'est génial de grandir au grand air. On est moins soumis à la pollution. Non, non, Oui, mais c'est sûr. J'ai encore deux, trois questions à te poser, Edouard. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur Putsch Live dans ce long entretien. ça passe vite en fait. Hein. Ah ben, ça passe très vite, surtout sur Putsch Live. On a le temps long pour exprimer pour dire pas mal de choses et pour aller au fond des sujets. Il y a quelque chose qui m'intéresse d'aborder avec toi. Tu disais une nouvelle fois chez le confrère de Mediapart dans cette interview en 2019 que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube. Tu parlais notamment de la perte d'identité des agriculteurs et tu dis que ton père avait très mal vécu ça, la perte d'identité des agriculteurs. Est-ce que tu peux m'en dire plus de cette d'identité des agriculteurs? Est-ce que c'est les terroirs? Est-ce que c'est la terre elle-même? Non, mais c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est que voilà, autour dans les années 90, on passe dans cette économie de mondialisation, de consommation, et voilà, on est moins. En gros, Bruxelles va faire du dumping, c'est-à-dire on sponsorise l'agriculture européenne, mais comme les Américains le font avec leur agriculture ou les Japonais le font avec leur agriculture, l'agriculture mondiale est sponsorisée en fait, pour que le consommateur ait toujours moins cher dans son assiette. Donc, à un moment donné, je sais pas, moi, tu fais ton émission, toi, Putsch Live, ou n'importe quel boulot, où vous faites un boulot où bah, tu taffes et à la fin, tu sais pas ce que tu vas gagner. Tu vas peut-être même travailler à perte. Voilà, et on va t'aider. L'Europe va t'aider en te donnant une aide, une allocation. Est-ce que tu es fier de ça? Non. Ça paraît peu probable que Bruxelles m'aide, hein, concrètement, non. Mais non, je préfère être indépendant parce que là, on parle d'indépendance. C'est payer le fruit de ton travail, de ton investissement. Et moi, quand mon père, quand on lui dit, bah, il y a eu ces fameuses jachères, il y avait 10 ou 20% de jachères, bah là, tu vas pas cultiver 10 ou 20% de ta terre, mais on va te rémunérer un peu pour ça. Puis tu vas faire des dessins de tous les champs, et puis tu vas dessiner là où il y a un tas de fumier, parce que là, tu as mis un tas de fumier, et puis on va vérifier avec le satellite si tu as bien dessiné le bon champ, à la bonne taille. Puis si c'est la bonne taille et tout, ben, on te donnera l'aide. Par contre, si c'est pas la bonne taille et que tu n'as pas dessiné le tas de fumier, ben, tu ne l'auras pas. Tu vois? Oui. On est quand même avec des agriculteurs, enfin, tu vois. Et puis c'est de l'administratif. À un moment donné, on est des générations où tout le monde n'est pas rompu à. Maintenant, ça y est, on parlait d'ingénieurs et tout ça. Et un agriculteur, c'est un administratif déjà. C'est le premier truc qu'il fait. Sur lequel il passe plus de temps. C'est quand même un. Et un agriculteur fait vivre, je ne sais pas si c'est pas loin d'une dizaine d'administratifs. Info intéressante que je n'avais pas. Donc tu vois, à un moment donné, quand il y a une perte d'identité, ton rôle premier, c'est de quoi? Paysan, paysage, tu façonnes le paysage et tu donnes à manger. Tu donnes à manger à la population. Tu as un rôle nourricier. Quand tu commences à faire des croquis, et parce que si c'est pas bien fait, tu n'auras peut-être pas l'aide, parce que c'est là que tu perds ton identité. Et ça, moi, je me rappelle que mon père a hyper mal vécu ce tournant, et puis aujourd'hui, d'autant plus, et c'était déjà un peu le cas, ce jugement de la société. C'est-à-dire, on parle d'agri-bashing, et moi, j'aime pas trop ce terme-là. Moi, j'ai envie de parler d'agri-loving, tu vois. Je parle d'accompagnement, d'aider. C'est dur. Et puis, une frange de l'agriculture réagit mal, parce que quand on est blessé, un animal blessé, il réagit souvent très, très mal. Comme l'agriculture a loupé certains tournants, comme aujourd'hui, les demandes de la société va plus vite que le changement possible. C'est en ça que je parle d'accompagnement. Et ben, il y a de la casse et il y a des sentiments qui sont très très mal vécus. Il y a 3 jours, moi, j'ai reçu un mail sur LinkedIn d'un agriculteur qui est pour l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire des techniques culturales qui font qu'on met moins de chimie. Un ancien patron de coopérative. Il me défonce. Il me dit que dans mon film, il supporte pas que j'ai utilisé le mot glyphosate à un moment donné dans mon film. Le personnage ne se suicide pas avec du glyphosate. Sauf qu'il y a un moment donné, c'est évoqué. Mais il y a une frange de l'agriculture, ils ont toujours ça en travers depuis 1 an et demi.
Ils me disent que c'était pas possible qu'on utilisait ça dans notre ferme à l'époque, machin, parce qu'ils voient qu'il y a une charrue, donc il n'y avait pas de sans-labour, et le sans-labour, c'est là qu'il faut du glyphosate. Bah si, nous, à l'époque, on le faisait. Donc là, je lui réponds que le glyphosate fait partie d'un autre nom, ça peut être autre chose. Il a tué, et puis que je suis quand même, voilà, je suis quand même très concerné par l'histoire. Et voilà, il part après dans les circuits courts et le bobo et le bio et que je fais du mal. Je lui ai répondu très calmement. Je lui dis en démontant les choses et en lui disant que j'étais triste pour lui en fait. Et que justement, s'il avait autant de ressentiment, je l'invitais à venir en parler sur mon média cultivons-nous.tv. Et quand on dialogue, il m'a répondu 2 messages derrière, il avait baissé de 10 tons et ah pardon, je ne voulais pas vous offenser, mais c'est dur pour une population agricole qui est déjà très blessée de faire l'amalgame avec votre rôle, votre porte-parole. J'étais sur le plateau de ces politiques il y a un mois et demi, j'ai dit qu'on ne pouvait pas se passer du glyphosate du jour au lendemain. Ok, je suis contre, dans l'absolu, mais je vois les réalités. Donc, vous voyez, c'est vraiment, faut arrêter de leur taper sur la gueule parce qu'aujourd'hui, ils sont au bord. Et c'est vrai que ce que fait le 214, qui est bien comme, par exemple, pour le bien-être animal, qui est bien comme lanceur d'alerte, c'est important qu'il y ait des lanceurs d'alerte dans notre société. Après, voilà, il y a des limites. C'est-à-dire, vendre de la culpabilisation, de la moralisation, et notamment aux jeunes générations, en rentrant dans les écoles et tout, non, c'est pas possible. Donc, vaste sujet. Hein. Et alors encore un mot notamment sur l'agribashing. Ça, moi je l'ai découvert il y a assez récemment, il y a quelques mois, pendant il y a eu pas mal de manifs d'agriculteurs, et je l'ai découvert sur les réseaux. Je pensais pas que ça prenait autant d'ampleur. Alors faut pas en faire une généralité, Non, mais j'ai trouvé que ça revenait souvent dans les commentaires de manifs ou des lives de manifs. Je trouvais que c'était assez présent. Comment tu le vois sûr, sur ça ne l'agribashing? revient pas d'abord dans les commentaires de journalistes. Alors moi, je l'ai vu beaucoup parce que je suis beaucoup sur les réseaux, mais j'ai vu beaucoup sur les lives de manifestations de agriculteurs. J'ai vu beaucoup d'agribashing dans les commentaires d'internautes. Hein. Après, je me suis vraiment focalisé là-dessus, moi. Et ça m'a surpris, d'ailleurs. D'agriculteurs ou d'internautes? D'internautes qui commentaient des manifestations qui étaient filmées, des manifestations d'agriculteurs qui étaient filmées. Ils disaient quoi? Oh ben, des empoisonneurs, j'ai lu beaucoup empoisonneurs, j'ai lu beaucoup ces chansons et ça m'a surpris, en fait. Donc, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. C'est là qu'il y a une rupture entre les centres qui savent plus comment et fabriquer un yaourt, un fromage de chèvre. Pour qu'il y ait un fromage de chèvre, il faut qu'il y ait du lait. Pour qu'il y ait du lait, il faut qu'il y ait un chevreau. Le chevreau, on en fait quoi? Ben, généralement, on l'élève et puis on l'envoie après à la boucherie en Italie, principalement. On mange un peu en France. Donc, mais il faut qu'il y ait pour qu'il y ait du lait et un fromage, il faut qu'il y ait un chevreau. Ou pour qu'il y ait du lait de vache, il faut qu'il y ait un veau. Donc, on en fait quoi? On les extermine alors? On les tue direct? On peut, hein. Alors après, la solution, en fait, pour beaucoup, maintenant, enfin, je sais pas, c'est peut-être, on sera peut-être plus là dans 50 ans, mais c'est la viande cellulaire, c'est plus de lait, plus de fromage, plus. Mais moi, je suis pour la défense du vivant. Je sais pas, depuis la nuit des temps, je pense qu'on est dans le vivant, avec les animaux, avec les éleveurs aiment leurs animaux. Alors et comme il y a une perte de lien et tout, aujourd'hui, la société a du mal à comprendre comment on peut aimer ces animaux et comment on peut les tuer. Mais déjà, la société elle a du mal à gérer la mort, déjà, entre nous. On parle plus de mort. Hein. On fait plus de veille enfin, de veillée, hein, on n'affronte plus la mort. D'ailleurs, on met les vieux dans des EHPAD et puis ils meurent. Après, c'est un autre débat, tu vois. Mais, Oui, bon, on pourra en parler, mais ça va, il va être tard après, je pense. Non, mais la mort, oui, un éleveur, il fait tout pour que ses animaux soient le mieux nourris et dans le mieux possible. Et on le voit comme Émilie Janin qui milite pour l'abattoir à la ferme. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui font que ce qui est terrible, c'est des vaches qui partent dans des camions, qui attendent sur des parkings. Voilà, c'est la société mondialisée, industrielle, agro-industrielle qui est terrible en fait. Si on revient à des trucs beaucoup plus carré, ancestral et humain et respectant le vivant, il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout ce dilemme-là. Moi, il n'y a pas de problème pour être végétalien, vegan et tout. Juste, moi, qu'on me laisse manger de temps en temps une bonne côte de bœuf, manger du bon fromage et aller dans les fermes au milieu d'élevage. C'est juste ça, en fait. Je pense qu'il faut tous qu'on s'écoute les uns les autres et puis qu'on se respecte tous les uns les autres et pas qu'on aille foutre le feu aux exploitations ou taper sur les agriculteurs ou il y a un défaut d'éducation. J'ai vu la même chose, moi, sur l'autre jour, sur un instituteur qui faisait sortir ses élèves pour regarder la moisson d'un champ. Et c'est un cours, voilà, ça passe devant. Et il y avait une moissonneuse. Aujourd'hui, une moissonneuse, c'est gros. Une moissonneuse. On fait plus ça à la faux, hein, c'est fini.
Et dans les commentaires, c'était bande de pollueurs, vous devriez faire du bio. Mais le champ, il est peut-être bio. C'est pas écrit sur les épiques, c'est bio. Et le bio, il peut y avoir des produits dessus. C'est un cahier des charges, le bio, c'est une marque, le bio. Et puis, si c'était bio, c'est récolté avec la même moissonneuse, en fait. On peut voir un pulvérisateur qui épand de la chimie dans du bio. S'il épand une tisane d'ortie, s'il épand une bouillie bio, on le fait pas à la main au pulvérisateur. Vous voyez, tu vois le décalage qu'il peut y avoir entre une image et la réalité. On travaille plus, on travaille plus à la main, comme dans un jardin. Souvent, aujourd'hui, les médias traditionnels, les journalistes vont faire des sujets sur les circuits courts, le maraîchage. Oui, c'est pas compliqué de vendre des légumes en circuit court. On les vend au marché ou dans des AMAP. On vend pas du blé, du maïs en circuit court. Tu vois, c'est de l'agriculture, mais c'est pas les mêmes débouchés. Et à un moment donné, on est tous contents de manger, je sais pas moi, du pain, un gâteau. Enfin, il faut du blé dans tout en fait, et il faut du. Oui, ça demande de voir l'information des uns et des autres et un peu de bon sens aussi, parce que c'est un peu du bon sens également. 70 ou 80% des consommateurs font leurs courses dans des grandes surfaces. Donc on peut tous taper sur les grandes surfaces, mais on y va. Alors pas tous. Et ceux qui ont une voix qui porte, souvent, sont ceux qui y vont pas. Mais il faut qu'on s'écoute aussi. Enfin, moi, je sais pas, j'étais à Marseille cet été, je suis allé faire des courses. J'étais à Cône, à un moment donné, je suis allé acheter des bières au supermarché, je suis allé acheter des trucs. Puis j'ai acheté des trucs aussi au marché, et puis, je sais pas, je fais gaffe. Il faut avoir un peu de bon sens et il faut pas être un ayatollah en permanence de tout. Non, voilà. Tu vois, l'incantation et toujours pareil, quand on est à l'excès dans tout, la religion, la bouffe, c'est jamais très bon, non? Oui, c'est pour ça qu'on a une chaîne comme ça qui permet de parler de tout. Et ce soir, on a parlé avec toi d'agriculture. Je voudrais une dernière petite question. Alors, on va faire un excès de questions parce que ça va pas être bon alors. Non, mais pas du tout. Mais on va finir en beauté. On va parler de cultivons-nous. On en a parlé un peu, mais je voulais savoir comment ça c'était l'idée de création, la genèse finalement. Et deuxième question en suivant, qu'est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui sur les sujets intéressants là à la une? Voilà, là, une question. La genèse, c'est le film et tous les débats et tous ces questionnements-là que j'ai eus. Et puis, juste avant le premier confinement, avec mon pote Antoine Robin, qui est un mec du digital, qui avait créé la chaîne Spicy, qui avait été sûrement trop précurseur, parce que c'était une chaîne, un pure player où il créait tout le documentaire, mais c'était il y a déjà 5 ans. Il a vu ce qui marchait pas. Il a vu que c'était peut-être plutôt l'inverse qu'il fallait faire. Comme une petite marque qui s'appelle Netflix, c'est créer une plateforme et faire de l'agrégation de contenu. C'est-à-dire qu'on choisit des contenus. Netflix, au début, ils commencent comme ça. Ils mettent un catalogue de films sur une plateforme. Ben moi, je mets un catalogue de documentaires sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, la pêche, donc l'océan, le vin, la ruralité. Donc voilà, je choisis moi, avec mon ventre, avec mon expérience, mes tripes, avec ce que j'ai envie de raconter. Mais je choisis aussi bien l'agriculture conventionnelle que l'agriculture en circuit court, bobo, bio, enfin ce que tu veux. Je raconte tout avec forcément une envie de vertu. Je fais pas l'apologie de la chimie, des pesticides et du glyphosate. Non. Par contre, ou d'élevage intensif. Non. Par contre, dans cette plateforme est une boîte à outils où le consommateur est très intelligent et il peut choisir les outils qu'il veut. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Et puis, ça a une vertu. On parlait de télé citoyenne ou de circuit court tout à l'heure. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a Insta, on a tout. Et bien, tu as des auteurs, des gens, toi, moi, qui ont aussi tourné, des passionnés, qui ont tourné des documentaires de 5 minutes, 10 minutes, 50, et qui sont sur l'étagère. Ils n'ont pas trouvé de preneur dans des chaînes classiques, dans des circuits classiques. Et là, ils t'envoient un lien, un truc qui dit, tiens, ça t'intéresse, tu regardes, moi je regarde, ah ouais, c'est génial, ou tu refais faire un petit montage si. Mais non, généralement, ça marche ou ça marche pas. Et boum, en 2 jours, on signe un contrat, et c'est sur la plateforme. On signe un contrat, pourquoi? Parce que c'est payant, comme chez toi, c'est 4,99 par mois. On s'abonne, on reverse 1 euro à Solidarité Paysan, l'association dont je vous ai parlé et qui fait un travail formidable. Donc, on aide des agriculteurs. Mais après, on remet de l'argent dans quoi? Dans la rémunération des auteurs, des ayants droit. Toi, tu travailles, vous travaillez, à un moment donné, tu as le droit d'avoir un salaire. Après, il y a de la technique et tout. Et donc, tout ça fait un pool, un content pool, enfin de l'argent. Et comme sur Spotify, en fait, plus tu cliques, plus les auteurs sont rémunérés. D'accord. C'est ça le système, en fait. Donc, on en est là. Et puis, de plus en plus, comme fait aujourd'hui Netflix, et on regarde les séries Netflix,
Alors nous, avec nos petites ambitions, hein, mais on commence à faire de la création originale. Donc, comme Maud et Benoît dont j'ai parlé, ben là, on est allé les filmer. Et ça, c'est un documentaire Cultivons-nous. Donc, c'est une création originale. Des grands entretiens, j'en fais aussi assez long. Je viens de faire Serge Joncourt, l'écrivain, Julien de Normandie, le ministre, Emmanuel Faber, le patron de Danone. Peut-être demain, je suis en égo avec Yannick Bestaven qui a gagné le Vendée Globe parce qu'il a une histoire incroyable, parce que l'environnement, il peut en parler. Il a fait quand même le tour du monde. Voilà, j'ai plein d'idées comme ça. Donc le temps long, toujours pareil, comme l'agriculture, on se raconte comme chez toi, on prend le temps de se raconter les choses. Et puis voilà, plein d'idées et plein de choses qui arrivent. Et puis voilà, c'est une plateforme, tu le sais, c'est on regarde ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Et le digital, il me semble que c'est un peu l'avenir. Donc on est là pour parler d'agriculture, d'environnement, de bouffe, en se faisant du bien. Donc c'est bien parce que ça démocratise énormément la culture et c'est extrêmement intéressant. Ben dans ce sens-là, moi je suis ravi, c'est que on vient d'abonner notre premier lycée agricole, le lycée agricole de Mirande dans le Gers, qui a pris un abonnement pour ses 300 élèves. Et là, on n'est pas à 5 balles, on fait 1 euro par an et par élève. C'est l'histoire d'eux, hein. Il y a de la technique et tout. Mais j'étais la semaine dernière au pôle Léonard de Vinci à la Défense, des ingénieurs qui vont être des mecs qui vont bosser dans le digital. Ben, ils ont eu une semaine sur l'agriculture et l'alimentation durable. Donc je suis venu les voir. J'étais avec Supagro, donc une école d'agronomie Montpellier la semaine dernière. Ils prennent des abonnements aussi pour justement mettre cette boîte à outils dont on parlait à disposition des élèves. C'est comme ça, c'est ça l'éducation alimentaire. C'est sensibiliser les plus jeunes d'abord, les scolaires. Je ne refuse pas les scolaires parce que c'est ce qui est pour moi le plus important. Et voilà, c'est la fierté en tout cas, et c'est ce que je défends sur Cultivons-nous. En tout cas, c'est pas moralisateur. C'est pas Yaka Faucon, c'est mettre à disposition des outils. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Édouard Bergeon, pour ce long entretien sur Pouch Live. Merci beaucoup. Merci, on a fait combien ? Parler des agriculteurs, de ton film qui a fait un carton avec Guillaume Canet. Tu es petit-fils, fils d'agriculteur, journaliste et réalisateur du film. Je l'ai dit, Au nom de la terre et cofondateur de la Web TV. Cultivons-nous.tv. Merci beaucoup, Édouard. On te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et tu nous tiens au courant, bien entendu, des avancées et de cet accélérateur finalement de connaissances agricoles, du vin, de tous les plaisirs de la table, de la terre et de la mer. Merci beaucoup, Édouard. Merci. Oui. Tu manges de la viande, toi, Nicolas ? Bien entendu, bien entendu, j'aime la bonne chair pour parler de façon un peu moyenâgeuse. Voilà, et j'aime la bonne table. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Comment ? Avec modération, la bonne chair, la bonne viande, et voilà. Mais bien entendu, mais par contre avec enthousiasme et en train, comme d'habitude. Voilà. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu avec Édouard Bergeon. Merci pour ta présence. On se retrouve très vite dans les prochains jours pour un nouveau Pouch Live. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Bye bye. Vive la démocratie. Salut. Salut.